Cette capsule vidéo porte sur le phénomène de la fatigue pour les caoutchoucs vulcanisés. Ce contenu a été développé en collaboration avec le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du caoutchouc et le Centre intégré de formation industrielle de Memphremagog. Nous expliquons d'abord le concept de la fatigue pour les mélanges de caoutchouc vulcanisés. Nous mentionnons les normes ASTM utilisées pour évaluer la détérioration en fatigue. Le processus de la fatigue est élaboré selon un modèle phénoménologique et nous concluons sur les différents facteurs qui affectent la durée de vie en fatigue. Le concept de la fatigue est relativement simple. Lorsqu'un objet subit une contrainte ou une déformation répétée sur une longue période de temps, cet objet s'affaiblit. Cet affaiblissement d'un matériau se nomme fatigue. La fatigue apparaît comme le résultat d'un rapide changement d'une contrainte et d'une déformation. Dans cette vidéo, nous observons la sollicitation en fatigue d'une courroie d'entraînement d'une perceuse à colonne. Toutefois, la contrainte et la déformation peuvent être appliquées de plusieurs façons. Une contrainte normale, c'est le rapport entre la force F appliquée sur une surface de section transversale A. Lorsque la force F est appliquée en traction sur la pièce, on obtient une contrainte de traction. Si elle est appliquée en compression, on obtient une contrainte de compression. Une contrainte de cisaillement, τ, est définie comme une force de cisaillement appliquée parallèlement à la surface A. Une contrainte de torsion τ se produit lorsqu'une barre est soumise à un couple de torsion. C'est également une contrainte de cisaillement, toutefois, il est variable en fonction de la distance d'application C à partir du centre. Ici, T est le couple, C, la distance à partir du centre de l'arbre ou de la tige, et K est une constante de torsion qui dépend de la géométrie de l'arbre, de la tige ou de la poutre. Le couple T peut être exprimé comme le produit de l'angle de torsion avec le module de rigidité G divisé par la distance L. La contrainte de flexion se produit de deux manières. Dans l'un des cas, la poutre est encastrée par l'une de ses extrémités et une force est appliquée à l'autre extrémité pour la faire fléchir. Dans l'autre cas, la poutre est supportée librement par ses extrémités et une force est appliquée entre les deux. Dans ce deuxième cas, la surface supérieure de la poutre fléchie est en compression et la surface opposée est en tension. Il existe donc un axe neutre où il n'y a pas de contrainte. La contrainte de flexion sigma est définie comme le produit du moment de flexion m par la distance c divisé par le moment d'inertie i. Les équations pour m, c et i peuvent être complexes selon la configuration géométrique de la poutre et l'endroit où la force F est appliquée. Enfin, la contrainte circonférentielle sigma h est définie comme une contrainte appliquée sur une paroi mince, T, d'un tube et qui serait générée par une pression P à l'intérieur d'un cylindre de rayon R. On comprendra qu'un objet en caoutchouc peut être sollicité par plusieurs types de contraintes en même temps. Par exemple, une chaussure de marche. Ou pire encore, un pneu subit des sollicitations multiples et complexes. Contraintes de flexion, de torsion, de tension, de compression et circonférentielle. Afin de pouvoir comparer et évaluer les matériaux, les normes ASTM ont été développées. Ici, la norme ASTM D430, élaborée en 2006 et approuvée de nouveau en 2012, couvre les procédures qui estiment la capacité d'un caoutchouc mou à résister à la fatigue dynamique. Les tests sont conçus pour simuler en continu des déformations répétées, produites par une force de traction, de compression, de flexion ou la combinaison de celles-ci. Toutefois, cette norme spécifie qu'il n'y a pas de corrélation entre les résultats de ces tests et les pièces en service, puisque les conditions de service varient énormément. Par contre, ces procédures permettent d'utiliser les données qui en découlent pour faire l'évaluation comparative des caoutchoucs ou des composés caoutchouc textiles entre eux. Cette norme couvre 3 méthodes de test selon différents appareils. L'appareil de flexion Scott, par le contrôle des flexions répétées des échantillons, est utilisé principalement pour effectuer des tests afin de produire une séparation de l'assemblage d'un caoutchouc textile. L'appareil de Demacia est utilisé pour produire une fissure sur la surface du caoutchouc par des flexions ou par des tractions répétées qui représentent les conditions de service du produit. Finalement, l'appareil de Dupont de Nemours permet à la fois de produire une fissure sur la surface du caoutchouc ou la séparation entre le caoutchouc et un textile. La norme ASTM D813, élaborée en 2007 et approuvée de nouveau en 2014, a pour but de déterminer la croissance ou la propagation d'une fissure pour un caoutchouc vulcanisé lorsqu'il est sujet à des cintrages répétés ou à des flexions répétées.
Ce test est particulièrement applicable pour les mélanges de caoutchouc synthétique qui résistent au démarrage d'une fissure lors des essais utilisés par la norme ASTM D430. Il faut savoir que des fissures initiées par de petites coupes ou des déchirures en service dans ces matériaux peuvent rapidement croître en grandeur et entraîner une rupture complète, même si à l'origine, le matériau est très résistant au démarrage de fissures par fatigue en flexion. Ainsi, on utilise cette méthode avec des échantillons moulés et perforés qui subissent des flexions répétées sur un appareil de type Demacia, où l'axe de flexion est parallèle à la perforation. La longueur de coupe est mesurée à des intervalles fréquents pour déterminer la vitesse de croissance de la coupe. Ici, également la norme spécifie qu'il n'y a pas de corrélation entre le résultat de ces tests et les pièces qui sont en service. La norme ASTM D1052, élaborée en 2009 et approuvée de nouveau en 2014, mesure la croissance ou la perforation dans un caoutchouc vulcanisé sujet à une flexion répétée à l'aide d'un appareil de flexion Ross. Ainsi, un échantillon sous la forme d'une bande est perforé. Cette bande est pliée librement à 90 degrés autour d'une tige et la longueur de la perforation est mesurée à intervalles réguliers afin de déterminer la vitesse ou le taux de croissance de la perforation. Cette méthode de test donne une estimation de la capacité d'un caoutchouc vulcanisé à résister à la propagation de la fissure. Mais, tout comme les deux autres normes, elle nous met en garde de ne pas faire de corrélation entre le résultat de ces tests et les pièces qui sont en service. En effet, on comprend qu'un produit est soumis à des conditions de nature plus variables que celles sollicitées par ces tests. La fatigue des élastomères est un problème qui est relativement récent. Il date de la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'on utilisait de façon intensive des caoutchoucs dans des pièces mécaniques. Son étude a donc été abordée de la même façon que celle pour les matériaux métalliques, c'est-à-dire que l'on fait la différence entre l'amorçage d'une fissure et sa propagation. Ainsi, on peut simplifier le processus de la fatigue en 3 étapes. Initiation de la fissure ou nucléation, accroissement de la fissure ou propagation, rupture finale. L'initiation de la fissure peut être causée par des cycles de charge répétitifs, des surfaces abîmées durant le transport ou par des outils, un défaut apparu durant un procédé comme le moulage, un impact mécanique, un choc thermique, une expansion ou une contraction thermique, une attaque chimique, corrosion. La croissance ou la propagation suppose l'existence d'une fissure dans la structure. C'est une des raisons pour laquelle nous avons des normes ASTM qui proposent des tests de fatigue pour initier une fissure et d'autres pour étudier leur propagation. L'approche de la propagation fait appel au concept de la mécanique de la rupture pour identifier la cinétique de propagation de cette fissure. L'utilisation de cette approche s'appuie sur la notion du taux de restitution d'énergie introduite par Griffith. À ce moment, il propose un critère de propagation brutale d'une fissure dans un solide élastique fragile à partir d'un bilan énergétique. Il fait le lien entre l'énergie élastique emmagasinée dans le solide et l'énergie de surface créée par l'avancée de la fissure. Rivlin et Thomas étendent le critère de Griffith au déchirement des élastomères en introduisant le paramètre énergétique TD, appelé énergie de déchirement, où DU représente l'énergie nécessaire pour créer de nouvelles surfaces DA dans le matériau. Rivlin et Thomas ont démontré qu'une fissure ne se propageait que lorsque l'énergie de déchirement atteignait une valeur critique, TC. Cette valeur critique est indépendante de la géométrie de l'éprouvette et du chargement mécanique. Elle est donc considérée comme une caractéristique intrinsèque du matériau. Thomas, en 1958, propose d'étendre le concept d'énergie de déchirement au chargement cyclique en considérant que la vitesse de propagation de la fissure, dA sur dN, est régie par le maximum d'énergie de déchirement atteint au cours d'un cycle de chargement. En traction répétée, Lake et Lindley en 1965 mettent en évidence 4 zones distinctes de propagation. Un premier régime de la zone 1 est associé à une énergie de déchirement inférieure à une valeur d'un seuil TD0. Il correspond à une vitesse de croissance très faible reliée à des attaques chimiques, principalement l'action de l'ozone. Un second régime correspond à une dépendance linéaire de la vitesse de propagation par rapport à l'énergie de déchirement. Ici, TT est l'énergie au point de flexion entre le régime 2 et le régime 3. Au troisième régime, on constate que la vitesse de propagation de la fissure dépend de l'énergie de déchirement TD, sous la forme d'une loi de puissance. On la retrouve souvent mentionnée loi de Paris dans les manuels. B et β sont des constantes et TD est défini comme l'énergie disponible qui reste pour agrandir la fissure. Gent et ses collaborateurs en 1964
montre que les coefficients B et β sont indépendants de la géométrie de l'éprouvette, ce qui conduit à les considérer comme des paramètres du matériau. Enfin, le quatrième régime correspond aux très fortes valeurs d'énergie de déchirement qui sont supérieures à l'énergie de déchirement critique TC. Dans ce régime, la propagation est brutale. Le rapport de charge R entre la charge maximum et la charge minimum a une influence sur les cinétiques de propagation de fissures, comme l'a démontré Lindley en 1973. Charrier et ses collaborateurs en 2003 ont proposé de modifier les lois de propagation précédentes en définissant une énergie effective de déchirement, delta TD, qui remplace l'énergie de déchirement maximale. Ils proposent que l'énergie effective de déchirement corresponde à la différence entre l'énergie de déchirement maximum et la valeur maximale entre l'énergie de déchirement minimum et zéro. Ils proposent donc de modifier la loi de propagation associée au régime 3 en introduisant une fonction f qui prend en compte le renforcement lié à la cristallisation sous des contraintes de certains caoutchoucs. À mesure que la fissure augmente, il reste moins de matière disponible pour résister à la contrainte ou à la déformation appliquée. La rupture arrive lorsque la matière restante ne peut plus supporter la contrainte appliquée. Cette étape arrive rapidement. La rupture par fatigue est classifiée selon deux types. Soit elle se produit lorsque l'on dépasse 10 000 cycles de sollicitation. Alors, on la dénomme HCF, et dans ce cas, on utilisera une courbe S-N ou courbe de Wöhler. Soit la contrainte est suffisamment élevée pour une déformation plastique, mais le nombre de cycles est inférieur à 10 000. On la nomme alors LCF et on la caractérise par la relation Coffin-Manson. Les facteurs qui affectent la durée de vie en fatigue ou la résistance du caoutchouc en fatigue sont le type de fatigue, compression, traction, flexion, compression sous traction. L'état de la contrainte cyclique, amplitude de la contrainte, contrainte moyenne, biaxiale, en phase, hors phase, contrainte de cisaillement séquence de chargement. La géométrie, entaille, variation de la section transversale de la fissure, concentration de contrainte à l'amorçage de la fissure par fatigue. La qualité du fini de surface. La rugosité de la surface peut causer des microscopiques concentrations de contraintes qui baissent la résistance. Le type de matériau. Le comportement durant le cycle de chargement varie beaucoup pour différents matériaux. Les contraintes résiduelles. Le moulage, la coupe, l'usinage ou d'autres procédés impliquant de la chaleur ou des déformations peuvent produire de hauts niveaux de contraintes résiduelles en tension. La dimension et la distribution des défauts internes. Défauts comme des porosités ou des vides causés par un retrait peuvent significativement réduire la résistance en fatigue. Le sens du chargement. Pour des matériaux non isotropiques, la direction principale du chargement est importante pour la résistance en fatigue. L'environnement. Les conditions environnementales peuvent causer de la corrosion, de l'oxydation, de la dégradation ainsi que des solvants. La température. Les hautes températures généralement réduisent la résistance à la fatigue. Pour conclure, l'endommagement en fatigue est un processus complexe résultant de la combinaison d'une dégradation mécanique, chimique et thermique. Depuis quelques années, il est admis dans la littérature que l'amorçage d'une fissure de fatigue est localisé autour d'une inclusion. Cette inclusion jouerait le rôle de concentrateur de contraintes. La nature de ces inclusions peut être très diverse. Par exemple, des charges sous forme d'agglomérats, des oxydes de zinc, du calcium ou encore de l'or et de l'argent pour les caoutchoucs naturels. De plus, ces inclusions peuvent provenir de la mise en œuvre. Toutefois, l'identification des mécanismes de propagation de fissures reste encore une question ouverte.